Traduction en français, avec les noms, âge et détails culturels adaptés. Ma nièce de 8 ans, Léa, a détruit le dernier souhait de son frère mourant, et je tremble encore. Tante Sophie a appelé la discussion de groupe familial à 8 heures du matin. Réunion de famille d'urgence. Léa a détruit l'installation de jeux vidéo de Lucas. J'ai foncé immédiatement. Quand je suis entrée dans la maison de ma sœur, 7 000 € d'équipement gisaient en morceaux. Les écrans, les manettes, le PC entier étaient brisés. Lucas était assis dans son fauteuil roulant, sanglotant, tandis que Léa, 8 ans, se tenait au milieu du carnage, tenant la crosse de golf dorée de son beau-père, trouvée dans le garage. « Léa, qu'as-tu fait ?» Mamie Marie-Claire a trébuché en arrière contre le mur, la main serrée sur sa poitrine. Lucas est en train de mourir. C'était son dernier souhait. Elle est folle. Tante Isabelle a arraché la crosse des mains de Léa, la poussant en arrière contre le mur, la faisant tomber. Elle était devant mon lit à 5 heures du matin. Lucas s'est reculé dans un coin de la pièce, pointant Léa de ses mains tremblantes, elle me regardait juste avec cette barre de fer. Je l'ai supplié de ne pas le faire. Je suis en train de mourir et elle a détruit mon seul bonheur. Destruction criminelle de propriété. Le beau-père, Marc, appelait déjà la police. Nous avons besoin de quelqu'un ici immédiatement. Sophie a attrapé Léa par les épaules et l'a tirée vers le haut. Excuse-toi auprès de ton frère mourant. Léa n'a rien dit. Elle est restée là, le regard vide. C'est une sociopathe, a craché tante Isabelle. Regardez son visage. Aucun remords. Toute ma retraite. Mamie Marie-Claire pleurait. J'ai tout donné pour le dernier souhait de Lucas. 2 ans de frais médicaux, la voix de Marc s'est brisée. Voir notre fils s'éteindre. Et tu fais ça. Oncle Philippe s'est avancé vers Léa. Il a un cancer. Il a 11 ans et il est en train de mourir. Qu'on la sorte de ma vue. Mamie Marie-Claire s'est détournée. Je ne peux même pas la regarder. C'est alors que Léa a posé le marteau. Elle s'est approchée et s'est assise sur le canapé. Est-ce que quelqu'un se soucie de savoir pourquoi je l'ai fait ? Non, on s'en fiche, a crié Sophie. Ton frère est en train de mourir. Mais moi, je m'en souciais. Je me suis agenouillée à côté d'elle. Léa, dis-moi pourquoi tu as fait ça. Tout le monde a gémi, mais elle a regardé autour de la pièce, puis a parlé clairement. Lucas me torture depuis 2 ans. Comment oses-tu, a commencé Isabelle. Il a tué mon hamster, a poursuivi Léa. Il l'a maintenu sous l'eau dans l'évier de la salle de bain pendant que je criais. Il m'a fait le regarder cesser de bouger. Ce hamster, c'était ton cadeau de Noël pour moi, mamie. Le visage de mamie Marie-Claire a tressailli. Il brûle mes devoirs tous les vendredis, alors je rate mes contrôles. Madame Dupont a appelé 6 fois à la maison pour des devoirs manquants. Maman l'a cru et a juste dit que j'étais négligente. Lucas a versé du jus d'orange dans mon piano. Le piano que papa m'a laissé avant de mourir. Il passe son fauteuil roulant sur mes dessins. Il a un cancer en phase terminale. A rugi son beau-père. Ce n'est pas une excuse. A-t-elle crié. Il m'enregistre en train de pleurer et le diffuse sur Discord pour ses amis. Il m'appelle Léa la pleurnicheuse à l'école maintenant. Je t'ai dit à Noël, oncle Philippe, tu as dit qu'il ne serait plus là l'année prochaine. Laisse-le s'amuser. Je t'ai dit à Pâques, mamie, tu as dit d'être patiente. Il est en train de mourir. J'ai dit à tante Isabelle à Pâques quand il a tué le lapin que tu m'avais donné. Tu as dit que les enfants mourants agissaient parfois bizarrement. La pièce était devenue silencieuse. Les gens ne se regardaient plus. Tout le monde dans cette famille savait. Chacun d'entre vous m'a dit que c'était normal parce que Lucas est en train de mourir. Léa s'est alors levée, défiante. Mais ce n'est pas pour ça que je l'ai détruit. Tout le monde s'est figé. Je l'ai découvert hier. Maman a laissé son ordinateur portable ouvert. Je cherchais mes devoirs que Lucas avait encore supprimés. Léa a sorti son téléphone, mais j'ai trouvé ses virements bancaires de vous tous à la place. 40 000 € au total pour les frais médicaux de Lucas. Sophie a émis un son d'étouffement et est immédiatement devenue défensive.
Léa, pourquoi cherchais-tu dans mon... Elle a commencé à se diriger vers Léa, mais j'ai mis ma main devant elle. Laisse-la finir, ai-je interrompu Sophie. Son visage était d'une pâleur maladive. Léa a continué. Mamie, toute ta retraite. Oncle Philippe, vos heures supplémentaires. Tante Isabelle, votre deuxième emploi. Tout ça pour ça. Elle a ensuite fait glisser son doigt sur son téléphone pour afficher une autre capture d'écran. Des vols en première classe pour 3 personnes et une suite présidentielle au Grand Hôtel Disneyland à Euro Disney. 8 000 € pour le mois prochain seulement. Tout pour mon beau-père, ma mère et Lucas. Tout le monde a halté en même temps. Ce n'est pas vrai. Ma sœur a fait une dernière tentative, mais cette fois, c'est oncle Philippe qui l'a arrêté. Le mois prochain, Lucas est censé recevoir une chimiothérapie à Paris. Il lui a rugi dessus. Ce n'est pas. Nous pouvons expliquer, a commencé Marc. Puis j'ai trouvé la discussion de groupe avec les 3 d'entre eux. Léa a brandi le téléphone et a lu. Le message de Lucas d'hier. Ce numéro de fauteuil roulant est fatigant. Mes jambes me font mal à force de faire semblant. La réponse de maman. Encore 6 mois, mon bébé. Ensuite, nous aurons assez. Papa dit, n'oublie pas de tousser pendant la réunion de famille de dimanche et de pleurer si quelqu'un mentionne « fais un vœu ». Lucas a écrit « J'ai hâte pour Disney ». Ces idiots pensent vraiment que je suis en train de mourir, surtout Léa. Elle croit tout. Les jambes de mamie Marie-Claire ont lâché. Elle s'est effondrée sur une chaise. La pièce était plus silencieuse que jamais. « Lève-toi », ai-je dit à Lucas, ma voix mortellement calme. « Oncle Jean, je ne peux pas me lever maintenant. » Lucas a regardé ses parents. Sophie sanglotait. Marc était devenu gris. Puis Lucas s'est levé et a fait 3 pas, parfaitement sain. L'explosion a été instantanée. Tante Isabelle a crié et s'est jetée sur Sophie. Oncle Philippe a attrapé Marc à la gorge. Mamie Marie-Claire priait en italien, les larmes coulant, serrant sa poitrine. 2 ans, a gémi mamie. Mon mari est mort d'un vrai cancer. Un vrai cancer. L'équipement que Léa a détruit, a chuchoté mamie, en regardant l'épave, a été acheté avec notre argent. Lucas s'est jeté sur le téléphone de Léa. Supprime ces captures d'écran. Et c'est là que ça s'est passé. Vous vous souvenez de l'officier que Marc avait appelé plus tôt? Il était là maintenant, frappant à la porte. Sophie et Marc allaient avoir beaucoup d'explications à donner. La porte s'est ouverte et un officier en uniforme est entré, observant le chaos d'un regard rapide. Il a immédiatement levé la main pour demander le silence et a appelé du renfort à la radio. J'ai attrapé la petite main de Léa et l'ai tirée vers la cuisine pendant que l'officier commençait à séparer tout le monde dans différentes pièces. Mamie Marie-Claire a soudainement serré plus fort sa poitrine et ses jambes ont complètement lâché, la faisant tomber sur la chaise la plus proche. L'officier a appelé les ambulanciers pendant que Marc commençait à crier qu'il porterait plainte contre Léa pour avoir détruit 7 000 € d'équipement. Lucas est resté figé, réalisant probablement que son numéro de fauteuil roulant était terminé. En quelques minutes, 2 ambulanciers sont entrés en courant avec leur équipement et sont allés directement vers mamie. L'officier, dont le badge indiquait « Dubois », a commencé à prendre des déclarations pendant que son partenaire photographiait tout l'équipement de jeu cassé éparpillé sur le sol. Marc n'arrêtait pas de pointer Léa du doigt et insistait pour qu'elle soit arrêtée pour destruction criminelle de propriété. J'ai rapidement sorti le téléphone de Léa et montré à l'officier Dubois les captures d'écran qu'elle avait prises des virements bancaires et des messages de la discussion de groupe. Ses sourcils se sont levés en lisant les messages de Lucas sur ses jambes qui lui faisaient mal à force de faire semblant d'être paralysé. L'officier a appelé une ambulance pour examiner correctement mamie et a appelé un détective à la radio pour s'occuper de ce qui était clairement en train de se transformer en une enquête pour fraude. Il s'est tourné vers Marc et a dit que porter plainte contre une enfant de 8 ans pour avoir détruit des biens achetés avec de l'argent volé n'arriverait pas. Sophie a commencé à sangloter plus fort et à supplier tout le monde de ne pas impliquer davantage la police. J'ai demandé à Léa de m'envoyer par email toutes les captures d'écran et les relevés bancaires pendant que l'officier Dubois regardait et documentait les horodatage de chacun.
Ses mains tremblaient en tapant, mais elle les a tous envoyés pendant que les ambulanciers chargeaient soigneusement mamie sur une civière pour observation à l'hôpital. Tante Isabelle s'est approchée de nous, tremblant encore de sa rage précédente, et a tranquillement dit à Léa qu'elle était désolée de l'avoir poussée contre le mur. Elle a admis qu'elle aurait dû écouter quand Léa lui avait raconté que Lucas avait tué son lapin de Pâques. Oncle Philippe est resté assis, la tête dans les mains, ne disant absolument rien. L'officier du bois a expliqué que, bien qu'il ne puisse pas procéder à des arrestations pour le moment, il ouvrait un dossier pour fraude et vol par tromperie. Il a également mentionné qu'il devrait déposer un rapport auprès des services de protection de l'enfance étant donné ce qui était arrivé à Léa. Sophie est devenue pâle et a commencé à argumenter que les SPE n'avaient pas besoin d'être impliqués dans une affaire familiale. L'officier m'a pris à part près du couloir et a fortement suggéré que Léa reste ailleurs pendant quelques jours le temps que les choses se règlent. Sophie a accepté à contre-cœur de laisser Léa venir chez moi pendant 48 heures, ce que l'officier du bois a soigneusement documenté dans son carnet. Marc m'a lancé un regard noir, mais est resté silencieux. Je suis montée à l'étage pour préparer un sac pour Léa pendant qu'elle était assise dans ma voiture, regardant par la fenêtre sans dire un mot. Une fois que nous avons quitté cette maison, je lui ai dit que je croyais tout ce qu'elle avait dit et lui ai promis qu'elle était en sécurité. C'est alors qu'elle a finalement commencé à pleurer pour la première fois depuis qu'elle avait détruit l'installation de jeu. Les larmes coulaient sur son visage alors que nous traversions les rues calmes. Ce soir-là, après avoir installé Léa sur mon canapé avec un chocolat chaud, j'ai appelé l'hôpital pour prendre des nouvelles de mamie. L'infirmière a dit qu'elle avait été renvoyée avec des instructions de se reposer et d'éviter le stress pendant les prochains jours. Quand j'ai eu mamie au téléphone, elle m'a dit qu'elle aurait dû voir les signes, mais ne voulait pas croire que Sophie puisse faire quelque chose d'aussi cruel. Sa voix semblait brisée et vieille, rien à voir avec la femme forte qui nous avait tous élevés. J'ai préparé ma chambre d'amis pour Léa avec des draps frais et une couverture supplémentaire, car elle aimait s'enfouir sous les couvertures. Puis j'ai envoyé un SMS à Sophie avec des règles de base concernant le contact avec sa fille. Pas de visite sans ma présence, et toute communication devait être documentée à l'avenir. Elle a renvoyé des messages de colère, me reprochant de monter sa fille contre elle et d'essayer de voler Léa. J'ai enregistré chaque message pour les archives. Léa est entrée dans la chambre d'amis et a regardé l'espace que j'avais préparé pour elle. Elle a posé son petit sac sur le lit et a sorti un lapin en peluche auquel il manquait une oreille. Je me demande pourquoi Sophie et Marc ont pensé qu'ils pouvaient réussir un si gros mensonge pendant 2 ans sans que personne ne s'en rende compte. La façon dont Lucas s'est levé quand je lui ai dit me fait penser qu'il n'essayait même pas si fort de le cacher. Elle m'a dit que c'était le seul jouet que Lucas n'avait pas encore détruit parce qu'elle le gardait caché dans son casier d'école. Je l'ai aidé à ranger ses quelques vêtements dans le tiroir de la commode et lui ai montré où se trouvait la salle de bain au bout du couloir. Elle a demandé si elle pouvait avoir un verre d'eau sur la table de nuit au cas où elle aurait soif la nuit. Une demande si simple de la part d'une enfant qui avait traversé l'enfer pendant 2 ans. Je lui ai apporté l'eau et une petite collation au cas où elle aurait faim, puis je me suis assise sur le bord du lit. Elle semblait si petite assise là, les genoux repliés sur sa poitrine. Je lui ai dit que demain nous trouverions les prochaines étapes, mais que ce soir, elle avait juste besoin de se reposer et de se sentir en sécurité. Elle a hoché la tête et s'est glissée sous les couvertures, le lapin endommagé serré fort dans ses bras. Mon téléphone a commencé à vibrer vers minuit avec des SMS d'oncle Philippe, montrant des captures d'écran de chaque virement bancaire qu'il avait effectué à Sophie au cours des 2 dernières années. Les montants m'ont donné la nausée. 500 ici, 8 cents là, le tout totalisant près de 10 000 € qu'il avait gagné en faisant des heures supplémentaires. Il n'arrêtait pas de s'excuser dans ses messages, disant qu'il aurait dû demander des reçus ou appeler directement l'hôpital, mais qu'il faisait confiance à sa propre famille. J'ai enregistré chaque capture d'écran dans un dossier sur mon ordinateur portable pendant que Léa dormait au bout du couloir. Philippe a envoyé un autre message disant qu'il se sentait lâche d'avoir ignoré les plaintes de Léa à Thanksgiving lorsqu'elle avait essayé de lui parler de Lucas qui la blessait. J'ai passé les 3 heures suivantes à établir une chronologie sur un bloc-notes, notant chaque incident que Léa avait mentionné concernant les abus de Lucas. La noyade du hamster s'était produite juste après Noël d'après ce qu'elle avait dit. La combustion des devoirs avait commencé en février et se produisait tous les vendredis. Le piano avait été détruit en mars,
2 semaines après l'anniversaire de la mort de son père. Chaque fois, elle en avait parlé à un adulte et chaque fois, il l'avait ignoré parce que Lucas était censé être en train de mourir. Ce schéma m'a donné envie de vomir. Vers 3 heures du matin, Léa s'est réveillée et m'a trouvé encore en train de travailler à la table de la cuisine. Elle s'est assise à côté de moi et a commencé à me raconter plus de détails sur l'incident du hamster. Lucas l'avait appelé dans la salle de bain en disant qu'il voulait lui montrer quelque chose de cool. Quand elle est arrivée, il tenait déjà son hamster au-dessus de l'évier plein d'eau. Elle l'a supplié d'arrêter, mais il s'est contenté de rire et de le pousser sous l'eau pendant qu'elle criait et essayait d'attraper ses bras. Le hamster a lutté pendant environ 30 secondes avant de s'immobiliser. Sophie est arrivée en courant en entendant les cris, mais Lucas lui a dit que Léa avait accidentellement laissé tomber un hamster dans les toilettes et qu'elle dramatisait pour un petit accident. Sophie l'a cru instantanément et a dit à Léa d'arrêter de pleurer pour rien. Léa est allée dans sa chambre et a dessiné son hamster qu'elle gardait caché dans son classeur scolaire. Elle a sorti le dessin de son sac à dos et a demandé si nous pouvions l'encadrer pour se souvenir de lui. Le lendemain matin, l'officier du bois a appelé pour me faire savoir que son rapport avait été attribué au détective Abel Girard, qui était spécialisé dans les crimes financiers. En 1 heure, le détective Girard m'a appelé directement, sa voix semblait fatiguée, mais intéressée. Il a dit que les cas de fraude familiale étaient plus courants que les gens ne le réalisaient, et a demandé si je pouvais apporter toutes les preuves au commissariat cet après-midi-là. Il voulait interroger toutes les personnes impliquées, mais avait besoin de voir ce que nous avions d'abord. Pendant que j'étais au téléphone avec lui, j'ai reçu un SMS de Sophie disant qu'une femme des services de protection de l'enfance venait d'arriver chez eux. J'ai pu entendre de la panique dans la voix du détective Girard quand je lui ai dit, disant que les SPE devaient avoir déjà reçu le rapport de l'officier du bois. Environ 1 heure plus tard, j'ai reçu un appel de l'enquêteuse des SPE, Marianne Leclerc, qui a dit qu'elle venait de quitter la maison de Sophie et Marc. Elle a décrit avoir trouvé l'équipement de jeu détruit encore éparpillé sur le sol du salon et a dit que Marc avait été extrêmement défensif lorsqu'elle avait posé des questions sur la dynamique familiale. Sophie avait essayé de minimiser tout, affirmant que ce n'était qu'un malentendu concernant les factures médicales, mais Marianne a dit qu'elle avait vu suffisamment de signaux d'alarme pour ouvrir une enquête complète. Elle devait interroger Léa dans les 48 heures suivantes dans un centre de défense des enfants. Cet après-midi-là, je suis allée chez Mamie Marie-Claire avec mon ordinateur portable et mon scanner pour l'aider à rassembler tous ses relevés financiers. Ses mains tremblaient alors qu'elle sortait dossier après dossier de relevés bancaires montrant des retraits de son compte de retraite. Nous avons scanné chaque reçu et bordereau de retrait, le total s'élevant à 14 800 €. Elle n'arrêtait pas de s'arrêter pour pleurer, disant que son mari était mort d'un vrai cancer de l'estomac il y a 5 ans, et que cela ressemblait à quelqu'un qui crachait sur sa tombe. Elle m'a montré des photos de lui pendant ses véritables traitements de chimiothérapie, chauve, maigre et clairement souffrant. Rien à voir avec l'apparence saine de Lucas. Elle a dit qu'elle avait tout donné à Sophie parce qu'elle ne pouvait pas supporter l'idée qu'un autre petit enfant traverse ce que son mari avait vécu. Pendant que nous scannions les documents, oncle Philippe a appelé de son chantier de construction pendant sa pause déjeuner. Il ne pouvait s'empêcher de penser à toutes les fois où Léa avait essayé de lui dire que quelque chose n'allait pas. Il s'est souvenu de Thanksgiving en particulier, quand elle lui avait montré des ecchymoses sur son bras et dit que Lucas l'avait saisi assez fort pour laisser des marques. Il lui avait dit que les enfants mourants agissaient parfois bizarrement et qu'il fallait être patient parce que Lucas ne serait pas là l'année prochaine. Maintenant, il voulait rédiger une déclaration formelle pour le détective sur tout ce qu'il avait vu et ignoré. 2 jours plus tard, le détective Girard a appelé pour me faire le point sur ses progrès. Il avait déjà rédigé des assignations pour les relevés de compagnies aériennes montrant les réservations pour le voyage à Euro Disney et s'efforçait d'obtenir les dossiers médicaux de l'hôpital que Sophie prétendait traiter Lucas. Il a dit qu'une fois que l'on commence à tirer les fils dans des affaires comme celle-ci, tout se déroule rapidement. Mais il m'a averti que le processus juridique pourrait prendre des mois pour être entièrement résolu. Il semblait confiant, cependant, surtout après avoir vu les captures d'écran de la discussion de groupe familial où ils discutaient ouvertement de leur arnaque. L'assistante du procureur, Léna Bosquet, m'a appelé le lendemain matin pour me dire que le détective Girard l'avait informé de l'affaire. Elle voulait s'assurer que tout était fait correctement pour éviter tout problème de procédure qui pourrait permettre à Sophie et Marc d'échapper aux conséquences.
Elle était particulièrement intéressée par les captures d'écran montrant les 3 d'entre eux planifiant leurs mensonges et a dit que ce genre de preuve était de l'or pour prouver la conspiration. Elle a recommandé de rassembler chaque pièce de documentation avant de procéder aux arrestations. Ce soir-là, Léa et moi étions assises devant mon ordinateur portable, parcourant son téléphone à la recherche de plus de preuves. Elle m'a montré des enregistrements Discord où la voix de Lucas pouvait être clairement entendue en train de rire avec ses amis de l'avoir fait pleurer. Il l'appelait Léa la pleurnicheuse et faisait des blagues sur ses réactions à ses farces. Elle avait des photos de ses devoirs brûlés et carbonisés dans le foyer de jardin. Elle avait une vidéo de son piano avec du jus d'orange dégoulinant des touches. Elle avait collecté des preuves pendant des mois sans même s'en rendre compte, essayant juste de montrer à quelqu'un, n'importe qui, qu'elle n'inventait rien. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé l'hôpital pour enfants que Sophie avait mentionné lors des dîners de famille. La réceptionniste m'a transféré au service d'oncologie pédiatrique où une infirmière a décroché après 3 sonneries. J'ai expliqué que j'appelais au sujet des dossiers de traitement de mon neveu Lucas pour une urgence familiale. Elle est restée silencieuse un instant, puis m'a dit que les lois sur la confidentialité signifiaient qu'elle ne pouvait pas confirmer ou nier toute information sur un patient. Elle a suggéré que les forces de l'ordre fassent la demande par les voies appropriées, car elles avaient l'autorité. Je l'ai remerciée et j'ai raccroché, frustrée, mais comprenant qu'elles avaient des règles à suivre. Pendant ce temps, Marianne des SPE s'est présentée chez Sophie et Marc pour un entretien sur toute la situation. Sophie a ouvert la porte, l'air de ne pas avoir dormi, les yeux rouges et gonflés. Marianne les a fait asseoir dans le salon et a commencé à poser des questions sur le diagnostic de Lucas. D'abord, Sophie a dit que Lucas avait été mal diagnostiqué par un médecin inexpérimenté qui avait confondu les symptômes. Ensuite, elle a changé son histoire et a affirmé qu'il cherchait un traitement expérimental non couvert par l'assurance. Quand Marianne a insisté pour des précisions, Marc a intervenu en disant que c'était un gros malentendu concernant les plans de paiement. Marianne a noté toutes les contradictions dans son carnet, sa plume se déplaçant rapidement sur les pages. À la même école où Léa était scolarisée, Madame Martin, la conseillère d'orientation, a commencé à consulter les relevés de présence et les bulletins scolaires. Elle les a étalés sur son bureau et a enfin vu le schéma que Léa avait mentionné. Chaque vendredi de la dernière année, il y avait des devoirs manquants dans plusieurs matières. Les notes baissaient et Léa travaillait dur pour rattraper son retard, mais échouait à nouveau le vendredi suivant. Madame Martin a comparé cela aux dates où Léa avait signalé des problèmes à la maison à divers professeurs. La corrélation était parfaite, et Madame Martin a eu mal au ventre de ne pas avoir fait le lien plus tôt. Elle a commencé à préparer un rapport détaillé montrant comment les résultats scolaires de Léa chutaient chaque fois qu'elle essayait d'obtenir de l'aide. Ce soir-là, mon téléphone a vibré avec un message vocal de Mamie Marie-Claire, moitié italien, moitié français. Sa voix s'est brisée alors qu'elle parlait de son mari, Antonio, et de la façon dont il avait souffert d'une vraie chimiothérapie. Elle a décrit l'avoir regardé perdre ses cheveux, vomir pendant des heures et s'éteindre à petit feu. Elle a dit qu'elle avait honte d'avoir utilisé sa mémoire pour culpabiliser Léa afin qu'elle soit patiente avec Lucas. Elle voulait arranger les choses, mais ne savait pas par où commencer et ne cessait de passer d'une langue à l'autre. Le détective Girard m'a appelé le lendemain matin pour me faire le point sur son enquête. La compagnie aérienne avait envoyé les dossiers qu'il avait demandés, montrant 3 billets en première classe pour Orlando. Les noms sur la réservation étaient Sophie, Marc et Lucas, prévus pour le mois prochain. La réservation de l'hôtel Disney montrait une suite présidentielle au Grand Hôtel Disneyland pour une semaine complète. Le total s'élevait à plus de 8 000 €, le tout payé avec une carte de crédit au nom de Sophie. Léa avait conservé des preuves des abus de Lucas pendant des mois. Alors que tout le monde la rejetait, les enregistrements Discord, les photos de devoirs brûlés et cette vidéo de piano. Elle montait un dossier sans même le savoir, essayant juste désespérément de faire en sorte que quelqu'un croie sa réalité. Il a ajouté ces documents à son dossier de preuves croissant et a dit que les choses avançaient vite. 2 jours plus tard, l'hôpital pour enfants a finalement répondu à la demande officielle de dossiers médicaux du détective Girard. Ils ont confirmé qu'ils n'avaient aucun dossier d'oncologie pour Lucas, aucun rendez-vous de chimiothérapie, aucun diagnostic de cancer. Ces dossiers médicaux ne montraient que des visites pédiatriques de routine pour des choses normales comme une angine et des otites.
Sa dernière visite remontait à 6 mois pour une angine et il avait reçu des antibiotiques. Le détective Girard a qualifié cela de preuve irréfutable dont il avait besoin pour prouver que toute l'histoire du cancer était fausse. Cet après-midi-là, Marc a appelé mon portable pendant que je préparais le déjeuner de Léa dans mon appartement. Il a commencé à divaguer sur le fait qu'ils exploraient simplement de deuxièmes avis et que tout le monde réagissait de manière excessive à un malentendu. Je lui ai dit que j'enregistrais l'appel, car c'était légal dans notre état sans son consentement. Il est immédiatement devenu défensif et a commencé à crier que j'essayais de le piéger. Il a affirmé qu'il n'avait jamais voulu que les choses aillent aussi loin et que cela avait commencé comme un petit mensonge. Je lui ai demandé d'expliquer les billets pour Disney et il m'a raccroché au nez sans répondre. Plus tard dans la journée, une des camarades de classe de Léa lui a envoyé des captures d'écran du serveur Discord de Lucas. Lucas avait posté comment sa famille était pleine de rageux et comment il avait failli se faire prendre, mais avait réussi son coup. Il se vantait d'avoir trompé tout le monde pendant 2 ans et a dit qu'il méritait un Oscar pour sa performance. Il a même plaisanté en disant qu'il pratiquait sa routine en fauteuil roulant et s'est plaint de devoir faire semblant tout le temps. L'enfant qui a envoyé les captures d'écran a dit que Lucas ne réalisait pas que ces messages pouvaient être utilisés comme preuve contre lui. Une procureure, Maître Bosquet, a examiné toutes les preuves que le détective Girard avait recueillies et a commencé à rédiger des accusations préliminaires. Elle a énuméré le vol par tromperie pour les 40 000 € volés aux membres de la famille. Elle a ajouté la conspiration en vue de commettre une fraude puisque les 3 d'entre eux l'avaient planifiée ensemble. Elle a également inclus des accusations de cruauté envers les enfants pour ce qu'ils avaient fait subir à Léa pendant 2 ans. Elle a noté dans son dossier que la destruction de l'équipement de jeu par Léa n'entraînerait pas d'accusation. Étant donné que l'équipement avait été acheté avec de l'argent volé, ce n'était pas vraiment la propriété de Lucas au départ. Elle voulait agir avec prudence, mais s'assurer que les accusations tiendraient devant le tribunal. Les SPE ont tenu une réunion et ont créé un plan de sécurité formel pour la situation de vie de Léa. Ils ont déterminé qu'elle resterait temporairement avec moi pendant que l'enquête et les procédures judiciaires se poursuivaient. Sophie n'aurait que des visites supervisées au bureau des SPE avec un travailleur social présent. Marc ne serait pas autorisé à avoir le moindre contact avec Léa, étant donné son comportement agressif. Léa a semblé soulagée lorsque Marianne a expliqué le plan, mais son visage s'est assombri lorsqu'elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas voir sa mère normalement. C'était compliqué pour une enfant de 8 ans de comprendre que sa mère avait fait quelque chose d'aussi grave. Ce premier week-end, j'ai emmené Léa à Monoprix et je l'ai laissé choisir des choses pour sa nouvelle chambre chez moi. Elle a pris une veilleuse violette en forme de papillon et a passé 20 minutes à tester chacune d'entre elles sur l'étagère pour trouver la plus lumineuse. Nous avons acheté des étagères pour ses dessins, et elle les a rangées par couleur pendant que je faisais des crêpes le samedi matin. Elle a mangé 3 bouchées, puis s'est arrêtée et m'a regardé comme si elle attendait que quelque chose de grave se produise. Je lui ai dit qu'elle pouvait manger autant ou aussi peu qu'elle le voulait, et elle s'est suffisamment détendue pour finir la moitié de la pile. Le dimanche matin, elle s'est réveillée en criant d'un cauchemar, et il a fallu 1 heure pour la calmer. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des messages de discussion de groupe familial pendant tout ce temps. Tante Isabelle a écrit paragraphe après paragraphe à quel point elle était désolée de ne pas avoir écouté Léa à Pâques quand Lucas avait tué ce lapin. Oncle Philippe m'a envoyé des captures d'écran de ses virements bancaires à Sophie avec des émojis de colère et a dit qu'il se sentait comme le plus grand idiot du monde. Sophie n'arrêtait pas d'envoyer des messages vocaux en pleurant et en disant que nous réagissions tous de manière excessive, puis passait à crier que j'avais kidnappé sa fille. J'ai coupé le son de la discussion, mais j'ai pris des captures d'écran de tout pour l'avocat dont je savais que j'aurais besoin. Le lundi matin, j'ai appelé l'école de Léa et j'ai demandé à parler à la conseillère d'orientation de ce qui se passait. Madame Martin a mis en place des séances hebdomadaires pour Léa à partir de ce mercredi et a noté dans son dossier qu'elle traversait un traumatisme familial. Elle a parlé à tous les professeurs de Léa en privé et leur a dit de lui accorder plus de temps pour les devoirs sans en faire toute une histoire. Léa est rentrée de l'école ce premier jour et a dit que Madame Dupont lui avait en fait souri et lui avait demandé si elle allait bien. Marianne des SPE a appelé mardi et a dit que Léa devait faire un entretien formel au centre de soutien aux enfants en centre-ville. Elle a expliqué qu'il y avait des salles spéciales avec des caméras où des personnes formées parleraient à Léa de tout ce qui s'était passé.
Elle a dit que je pouvais regarder depuis une autre pièce, mais que je ne pouvais pas être avec elle. L'entretien était prévu pour jeudi, et Marianne a passé 1 heure au téléphone à nous expliquer ce qui allait se passer afin que Léa n'ait pas peur. Le détective Girard a commencé à appeler les membres de la famille pour des déclarations officielles la même semaine. Il a d'abord interrogé mamie Marie-Claire chez elle, et elle lui a montré tous les reçus qu'elle avait conservés en donnant de l'argent à Sophie. Elle a pleuré pendant tout l'entretien et n'arrêtait pas de dire qu'elle aurait dû demander des dossiers médicaux, mais qu'elle faisait confiance à sa propre fille. Tante Isabelle l'a rencontrée au commissariat et a apporté des emails imprimés où Sophie décrivait les traitements de Lucas en détail. Oncle Philippe a fait sa déclaration pendant sa pause déjeuner à son travail et a admis qu'il avait travaillé 60 heures par semaine pendant 6 mois pour aider à payer une fausse chimiothérapie. Le détective m'a dit plus tard que tous les 3 semblaient brisés lorsqu'ils ont réalisé depuis combien de temps le mensonge durait. Jeudi matin, le détective Girard a appelé avec une nouvelle qui m'a fait tressaillir. Quelqu'un l'avait informé que Sophie avait contacté la fondation Make-A-Wish il y a 3 mois pour organiser un voyage à Euro Disney pour Lucas. L'organisation caritative a confirmé qu'elle avait un dossier de candidature affirmant que Lucas avait une leucémie terminale avec 6 mois à vivre. Ils ne l'avaient pas encore traité parce qu'ils attendaient des documents médicaux que Sophie n'arrêtait pas de dire qu'ils allaient arriver. Cela montrait qu'elle ne fraudait pas seulement la famille, mais qu'elle était aussi prête à voler des enfants morts. Cela montrait qu'elle ne fraudait pas seulement la famille, mais qu'elle était aussi prête à voler des enfants mourants. Cet après-midi-là, alors que j'étais au travail, Léa m'a envoyé un SMS depuis l'école disant qu'elle avait trouvé quelque chose d'important sur son téléphone. Quand je suis allée la chercher, elle m'a fait écouter un enregistrement audio du mois dernier où Lucas s'entraînait à simuler sa maladie. On pouvait entendre Sophie en arrière-plan lui dire de tousser davantage et d'avoir l'air plus faible. Elle le coachait sur ce qu'il devait dire si quelqu'un posait des questions sur ses traitements. Lucas n'arrêtait pas de rire et de dire que c'était mieux qu'un cours de théâtre. Le détective a qualifié cela de meilleure preuve qu'il ait vu en 20 ans d'affaires de fraude. Vendredi soir vers 21 h, quelqu'un a commencé à frapper à ma porte d'entrée si fort que tout le cadre a tremblé. Marc était dehors, criant que je n'avais pas le droit de retenir la fille de sa femme. J'ai attrapé Léa et l'ai emmenée dans la chambre du fond, j'ai verrouillé la porte et j'ai appelé le 17. Je suis restée au téléphone avec l'opérateur. Pendant que Marc continuait de frapper et de hurler des menaces sur ce qu'il ferait si je n'ouvrais pas. La police a mis 12 minutes à arriver, mais Marc était toujours là à donner des coups de pied à ma porte quand ils sont arrivés. Ils l'ont arrêté pour menaces criminelles et troubles à l'ordre public pendant que Léa regardait par la fenêtre de la chambre. Le lundi suivant, je suis allée au palais de justice pour demander une ordonnance de protection contre Marc et une garde d'urgence pour Léa. Le magistrat a lu les rapports de police et les documents des SPE et a accordé une ordonnance temporaire sur le champ. Marc devait rester à 150 mètres de nous deux, et Sophie ne pouvait voir Léa qu'au bureau des SPE avec supervision. Le juge a semblé dégoûté en lisant l'histoire de la fausse maladie, mais est resté professionnel. 2 jours plus tard, les SPE ont déposé leur requête officielle pour négligence auprès du tribunal pour enfants. Ils ont élaboré tout un plan d'action que Sophie devait suivre pour récupérer Léa. Elle devait suivre 12 semaines de cours parentaux, assister à une thérapie individuelle 2 fois par semaine et réussir des tests de dépistage de drogues aléatoires, même si les drogues ne faisaient pas partie du dossier. Ils ont également ordonné à Lucas de subir une évaluation psychologique et un suivi hebdomadaire pour faire face à ce qui lui avait fait croire que torturer sa sœur était acceptable. Marianne a dit que le système prenait enfin les choses au sérieux grâce à toutes les preuves que nous avions. Le lendemain matin, Madame Martin m'a appelé de l'école pour discuter de la façon de gérer la situation avec les autres enfants, car la nouvelle de la fausse maladie de Lucas se répandait rapidement. Elle a organisé une réunion de classe sur l'honnêteté et la confiance sans utiliser de nom. Mais tout le monde savait de quoi il s'agissait réellement. Elle s'est assurée que les autres enfants ne harcèlent pas Lucas, même si ce qu'il avait fait était mal, car 2 torts ne font pas un droit. Elle a également pris Léa à part pendant le déjeuner pour lui dire que ce qui lui était arrivé était réel et que les adultes auraient dû mieux l'écouter. 3 jours plus tard, Sophie m'a envoyé un SMS me demandant si nous pouvions nous rencontrer seuls au café près de mon travail pour parler de tout. J'ai apporté mon téléphone pour enregistrer et je lui ai dit tout de suite que j'enregistrais, ce qui était légal dans notre état, et elle a dit que c'était bien. Elle s'est assise là,
a trituré sa serviette et a admis qu'elle savait que c'était mal depuis le début, mais qu'ils étaient submergés par les dettes après que Mark avait perdu son emploi l'année dernière. Elle a dit que cela avait commencé par une simple demande d'aide à mamie pour un mois de loyer, puis les gens n'arrêtaient pas d'offrir plus d'argent, et le mensonge est devenu de plus en plus grand. Elle m'a dit qu'il n'avait jamais voulu que cela dure aussi longtemps, mais une fois que Lucas était de la partie, il n'arrivait plus à trouver comment arrêter sans tout détruire. Je n'ai offert aucun pardon parce que ce n'était pas à moi de le donner et je lui ai dit qu'elle devait l'obtenir de Léa et de tous ceux qu'elle avait volés. La semaine suivante, Maître Bosquet m'a appelé pour me dire qu'elle offrait à Sophie et Marc un accord de plaidoyer selon lequel ils plaideraient coupables de fraude et de tentative de fraude caritative. En échange, ils obtiendraient 5 ans de probation, devraient rembourser chaque centime, effectuer 200 heures de travaux d'intérêt général chacun et suivre une thérapie obligatoire. L'histoire de Marc n'arrête pas de changer. D'abord, c'est un malentendu, puis un petit mensonge qui a échappé à tout contrôle. Le moment de cette demande à Make-A-Wish me fait me demander si Sophie ne planifiait pas des escroqueries encore plus importantes tout en pleurant la pauvreté à sa famille. Elle a dit qu'aucune accusation ne serait portée contre Léa pour avoir cassé les objets de jeu puisque c'était de toute façon acheté avec de l'argent volé. Ils avaient 7 jours pour décider s'ils voulaient accepter l'accord ou aller au procès où ils pourraient faire de la prison. Pendant ce temps, mamie a rencontré une conseillère financière au centre communautaire qui l'a aidée à comprendre à quel point les choses étaient graves. Elle avait donné à Sophie presque toutes ses économies de retraite et devrait retourner travailler à 72 ans juste pour payer ses factures de base. La conseillère l'a aidée à postuler pour un emploi à temps partiel à la bibliothèque et à établir un budget strict afin qu'elle puisse lentement reconstruire ses économies. Mamie m'a dit qu'elle était déterminée à aller de l'avant au lieu de s'apitoyer sur son sort, même si c'était la chose la plus difficile à laquelle elle avait été confrontée depuis la mort de papy. Le détective Girard m'a envoyé une copie de son rapport final, qui stipulait officiellement que l'équipement de jeu n'était pas vraiment la propriété de Lucas puisqu'il avait été acheté avec de l'argent obtenu par fraude. Cela signifiait que la destruction de celui-ci par Léa n'était pas un crime, et personne ne pouvait porter plainte contre elle même s'il le voulait. Il a écrit que, en 20 ans d'enquête sur la fraude, il avait rarement vu des preuves aussi claires, et que la famille avait de la chance que Léa ait si bien tout documenté. J'ai passé les 2 semaines suivantes à travailler avec Marianne pour me préparer à l'audience du tribunal de la famille en organisant toutes les déclarations de témoins et les preuves dans un classeur. Léa a répété ce qu'elle dirait si le juge voulait l'entendre, même si les enfants de son âge n'ont généralement pas à témoigner. Elle était nerveuse mais n'arrêtait pas de dire qu'elle voulait raconter sa vérité à quelqu'un d'officiel qui l'écouterait vraiment cette fois. Le thérapeute de Lucas lui a fait écrire une lettre d'excuse à Léa dans le cadre de son traitement. Mais quand elle est arrivée, elle ne faisait que 3 phrases et ne semblait pas du tout désolée. Le thérapeute a inclus une note disant que Lucas avait du mal à accepter ses responsabilités et à comprendre comment ses actions blessaient les autres, mais qu'ils y travaillaient. Léa a lu la lettre une fois, me l'a rendue et m'a demandé de la mettre quelque part où elle n'aurait plus à la voir. 2 semaines après cela, Sophie et Marc se sont présentés au tribunal pour accepter l'accord de plaidoyer, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Le juge a lu toutes les accusations et a demandé s'ils comprenaient ce à quoi ils s'engageaient, et ils ont tous les 2 répondu oui. Sophie a pleuré pendant tout le temps tandis que Marc restait là, la mâchoire serrée, l'air en colère contre le monde. Le juge leur a ordonné de rembourser 38 000 € de dédommagement à tous les membres de la famille qu'ils avaient volés. Ils devraient effectuer des paiements mensuels pendant les 10 prochaines années, en plus d'effectuer leurs travaux d'intérêt général dans une banque alimentaire locale. Le juge leur a également interdit de créer des campagnes de collecte de fonds ou des demandes de charité pour le reste de leur vie. Juste après le tribunal, Marianne a déposé des documents pour prolonger le plan de sécurité de Léa pendant tout l'été, car Sophie devait achever au moins la moitié de ses cours parentaux et de sa thérapie requis avant même qu'il n'envisage de la laisser voir Léa sans supervision. Le plan stipulait que Léa resterait avec moi et que Sophie pourrait avoir des visites supervisées au bureau des SPE une fois par semaine si Léa se sentait à l'aise avec cela. Léa a semblé soulagée lorsque Marianne a expliqué qu'elle avait au moins 3 mois de plus avant que quoi que ce soit ne change et peut-être plus longtemps si elle ne se sentait pas prête. Le même après-midi, tante Isabelle est arrivée à ma porte avec une enveloppe et a demandé si elle pouvait parler à Léa juste 1 minute. Elle s'est agenouillée devant Léa et s'est excusée à nouveau de l'avoir poussée ce jour-là et de ne pas l'avoir crue toutes les fois où elle avait demandé de l'aide.
Elle a dit qu'elle s'était tellement concentrée sur la maladie de Lucas qu'elle avait ignoré une vraie enfant qui souffrait vraiment devant elle. L'enveloppe contenait un chèque de 500 € pour aider à payer certaines des séances de thérapie de Léa, comme sa façon d'essayer d'arranger les choses. Elle a dit à Léa qu'elle n'attendait pas de pardon, mais qu'elle voulait qu'elle sache qu'elle comprenait enfin à quel point tous les adultes l'avaient laissé tomber. Le lendemain matin, Madame Martin m'a appelé de l'école pour me dire qu'elle avait suivi la présence de Léa depuis qu'elle vivait avec moi, et la différence était énorme. Elle m'a montré les graphiques quand j'ai récupéré Léa cet après-midi-là, soulignant qu'elle avait manqué 23 jours au cours du dernier semestre, mais seulement un jour depuis qu'elle avait emménagé avec moi. Elle avait déjà parlé au professeur de Léa de la création d'un plan de rattrapage qui ne la stresserait pas trop. Chaque professeur a accepté de laisser Léa rendre un devoir manquant par semaine jusqu'à ce qu'elle soit à jour et il les noterait avec un crédit partiel au lieu de 0. Madame Dupont a même proposé de rester après l'école le mardi pour aider Léa avec les mathématiques, car Lucas avait brûlé tant de ses feuilles de devoirs. En 2 semaines, les notes de Léa ont commencé à remonter, et ses professeurs n'arrêtaient pas de m'envoyer des emails pour me dire qu'elle levait la main en classe et parlait aux autres enfants au déjeuner. Environ une semaine après cela, oncle Philippe est arrivé à ma porte portant une grande boîte en carton tandis que tante Isabelle se tenait derrière lui tenant une enveloppe. Ils étaient allés dans 3 magasins de musique différents à la recherche d'un clavier d'occasion qui n'était pas trop cher, mais fonctionnait toujours correctement. Celui qu'ils ont trouvé était un Yamaha avec 61 touches, et il venait avec un support et un banc. Philippe l'a installé dans la chambre de Léa pendant qu'Isabelle expliquait qu'il n'essayait pas d'acheter le pardon. Il voulait juste remplacer ce que Lucas avait détruit. Léa s'est assise au clavier et a appuyé sur quelques touches, puis a lentement choisi les notes de A. Vous direz-je, maman de mémoire. Quand elle a terminé la chanson, elle s'est retournée avec le premier vrai sourire que j'avais vu d'elle depuis des semaines. La séance de thérapie a commencé le lundi suivant avec une pédopsychologue qui travaillait spécifiquement avec des enfants qui avaient subi un traumatisme. Léa ne voulait pas parler au début, alors la thérapeute lui a donné du papier et des crayons à la place. Elle a dessiné image après image de son hamster, utilisant toutes les nuances de marron et de gris pour obtenir la fourrure parfaite. Puis elle a dessiné Lucas le tenant sous l'eau pendant qu'elle se tenait là en pleurant. La thérapeute ne l'a pas forcé à en parler, l'a juste laissé dessiner et a hoché la tête quand Léa a finalement dit qu'elle se sentait en colère et effrayée en même temps. Après la séance, la thérapeute m'a dit que c'était bien que Léa exprime ses sentiments au lieu de les garder enfermés à l'intérieur. Pendant ce temps, mamie Marie-Claire avait commencé à aller à un groupe de soutien au centre pour personnes âgées pour les victimes de fraude. Elle m'a appelé après sa 3e réunion pour dire qu'elle avait cessé de se culpabiliser d'être trop crédule. L'animatrice du groupe l'a aidée à voir que les escrocs ciblaient spécifiquement les membres de la famille parce qu'ils savaient que les gens voulaient aider leurs proches. Elle apprenait à se concentrer sur la reconstruction de ses finances au lieu de se noyer dans la culpabilité d'avoir perdu sa retraite. Le détective Girard m'a appelé environ un mois plus tard pour me dire qu'il clôturait officiellement l'enquête active. Sophie et Marc avaient effectué leur premier paiement de restitution de 800 € qui serait partagé entre tous les membres de la famille qu'ils avaient volés. Ils assistaient également à leurs séances de thérapie requises chaque semaine et avaient commencé leurs travaux d'intérêt général à la banque alimentaire. Le système juridique avait fait ce qu'il pouvait faire et maintenant il s'agissait simplement pour eux de respecter l'accord de plaidoyer. Quelques jours après cela, mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. La femme à l'autre bout du fil a dit qu'elle était journaliste pour le journal local et qu'elle avait entendu parler de la situation de notre famille par les dossiers judiciaires. Elle voulait m'interviewer sur ce qui s'était passé, peut-être obtenir des photos de Léa pour un article d'intérêt humain. Je lui ai dit absolument pas, que la vie privée d'une petite fille de 8 ans était plus importante que toute nouvelle. Elle a essayé de me convaincre que cela pourrait aider d'autres familles à reconnaître les signes de fraude, mais je suis restée ferme. Elle a finalement accepté de ne pas poursuivre l'histoire et m'a remercié pour mon temps. 3 mois s'étaient écoulés depuis ce terrible matin chez Sophie où tout a éclaté. La conseillère des SPE a organisé une rencontre supervisée entre Léa et Lucas pour voir s'ils pouvaient commencer à gérer ce qui s'était passé. Lucas était assis d'un côté de la pièce avec son thérapeute, tandis que Léa était assise de l'autre côté avec le sien. La conseillère a expliqué les règles concernant la communication respectueuse et a demandé à Lucas s'il avait quelque chose à dire.
Lucas a regardé le sol et a marmonné qu'il savait qu'il avait blessé Léa et qu'il était désolé. Léa a écouté mais n'a rien répondu. Après environ 20 minutes, elle a dit à la conseillère qu'elle voulait partir. Tout le monde a respecté son choix, et personne ne l'a forcé à rester plus longtemps ou à pardonner à Lucas. La conseillère a dit qu'il était important que Léa ait le contrôle de ses interactions après n'avoir eu aucun contrôle pendant si longtemps. Sophie avait travaillé dur pour satisfaire à toutes les exigences du tribunal et a envoyé la preuve qu'elle avait terminé la moitié de ses cours parentaux. Elle a également écrit une lettre de 3 pages à Léa que Marianne m'a remise. Dans la lettre, Sophie a assumé la responsabilité de ne pas avoir protégé Léa des abus de Lucas et d'avoir été tellement concentrée sur l'argent qu'elle a ignoré la douleur de sa fille. Elle a écrit qu'elle comprendrait si Léa ne lui pardonnait jamais, mais qu'elle espérait qu'un jour il pourrait à nouveau avoir une relation. Elle n'a rien exigé ni essayé de culpabiliser Léa, elle a juste reconnu le mal qu'elle avait causé. Léa a lu la lettre une fois, me l'a rendue et m'a demandé de la mettre dans un tiroir où elle n'aurait pas à la voir tous les jours. 2 semaines plus tard, nous sommes allés au bureau des SPE pour la première visite supervisée de Léa avec Sophie. Ils avaient une petite pièce avec des jouets et des livres où ils pouvaient passer 1 heure ensemble pendant qu'un travailleur social observait. Tout a bien commencé, Sophie posant des questions sur l'école et le nouveau clavier de Léa. Mais ensuite Sophie a commencé à pleurer et à dire à quel point Léa lui manquait, à quel point la maison semblait vide sans elle. Léa s'est levée et a dit à la superviseure qu'elle voulait partir. La superviseure a immédiatement mis fin à la visite et a raccompagné Léa jusqu'à moi. Le détective Girard écrit que Léa a tout documenté parfaitement. 20 ans d'expérience et c'est en quelque sorte l'une de ses affaires les plus claires. Quelque chose dans le timing de toutes ces excuses et paiements semble très opportun, n'est-ce pas, quand tout le monde est confronté à des conséquences légales. Elle a noté dans son dossier que Léa avait correctement défendu ses intérêts lorsqu'elle se sentait mal à l'aise. Enfin, l'audience de révision de 4 mois est arrivée au palais de justice. Le juge a lu tous les rapports des SPE, des thérapeutes et de Madame Martin de l'école. Marianne a témoigné que Léa s'épanouissait sous ma garde et a recommandé qu'elle reste avec moi jusqu'à la fin de l'année scolaire. Le juge a posé des questions sur les progrès de Sophie et a appris qu'elle respectait toutes les exigences, mais qu'elle avait encore du travail à faire en thérapie. Le juge a approuvé le plan pour que Léa reste avec moi avec un calendrier progressif pour que Sophie regagne des visites non supervisées si elle poursuivait sa thérapie et respectait les limites de Léa. Après le tribunal, Léa et moi sommes allés manger une glace, et elle m'a dit qu'elle se sentait en sécurité en sachant qu'elle n'avait pas à y retourner tout de suite. 2 jours après le tribunal, oncle Philippe a démarré une nouvelle discussion de groupe familial sur son téléphone et a ajouté tout le monde sauf Marc. Il a tapé des règles en haut sur le fait d'écouter les enfants quand ils disent que quelque chose ne va pas et a épinglé le message d'excuse de tante Isabelle où elle admettait qu'elle aurait dû croire Léa à propos du lapin. Personne n'a vraiment parlé pendant la première semaine, sauf pour partager des photos de nourriture ou des mises à jour météorologiques. J'ai vu que le centre communautaire proposait des cours d'art gratuits et j'ai rempli tous les formulaires de bourse pour Léa pendant qu'elle me regardait cocher toutes les cases. La dame au bureau a tamponné les papiers et nous a donné une liste de fournitures que le programme couvrirait entièrement. Léa a choisi un dossier violet pour ses fournitures d'art et a passé 20 minutes à choisir entre différents carnets de croquis au magasin. Son premier cours a eu lieu un mardi et elle est rentrée à la maison avec du charbon sur les mains, me montrant comment ombrer une sphère. Sophie a continué à effectuer ses paiements mensuels à tout le monde et Mamie m'a dit qu'elle avait récupéré environ 5 000 € jusqu'à présent. Mamie a trouvé un emploi à la bibliothèque 3 jours par semaine, vérifiant les livres et aidant au programme de lecture pour enfants. Elle a envoyé à Léa une photo d'elle portant le badge de la bibliothèque. Le thérapeute de Lucas m'a appelé pour dire qu'il avait écrit une autre lettre d'excuse et a demandé si Léa voulait la recevoir. J'ai demandé à Léa et elle a dit oui. Alors, le thérapeute l'a envoyée à notre maison. Celle-ci faisait 3 pages et Lucas écrivait qu'il comprenait à quel point Léa devait avoir eu peur quand il avait tué son hamster et à quel point c'était mal de l'insulter à l'école. Son écriture était désordonnée, mais il avait clairement essayé d'expliquer chaque chose qu'il avait mal faite. Léa l'a lu 2 fois, puis l'a rangée dans son tiroir de bureau avec l'autre. Les visites supervisées au SPE s'étaient bien passées, alors Marianne a approuvé la demande de Sophie pour une visite non supervisée au parc. J'ai conduit Léa là-bas un samedi matin,
et Sophie attendait déjà sur un banc avec un sac de pain pour les canards. Elles ont marché jusqu'à l'étang ensemble pendant que j'étais assise dans ma voiture où je pouvais les voir mais ne pas entendre ce qu'elles disaient. Léa a montré à Sophie son dossier d'art et Sophie a examiné chaque dessin attentivement. Après exactement 2 heures, Léa est revenue à ma voiture et Sophie a salué depuis le banc. Dans la voiture, Léa m'a dit qu'elles avaient parlé de son cours d'art et des professeurs qu'elle aimait à l'école, mais Sophie n'avait pas pleuré ni demandé à Léa de rentrer à la maison. 4 mois s'étaient écoulés depuis ce matin où tout a explosé et notre famille fonctionnait différemment maintenant. Oncle Philippe m'appelait chaque semaine pour prendre des nouvelles de Léa et lui envoyait des cartes cadeaux Amazon pour des fournitures d'art. Tante Isabelle apportait des gratins chez moi et les laissait sur le porche avec des notes disant qu'elle n'avait pas besoin d'entrer, elle voulait juste aider. Mamie avait remboursé ses cartes de crédit avec l'argent de la restitution et avait déménagé dans un appartement plus petit près de la bibliothèque où elle travaillait. Sophie et Marc faisaient tous les deux des heures supplémentaires à leur travail pour continuer à effectuer les paiements mensuels tout en faisant leurs travaux d'intérêt général le week-end. Marc nettoyait les graffitis sur les bâtiments et Sophie triait les dons à la banque alimentaire. Le procureur a dit qu'ils respectaient toutes leurs exigences et ne causaient pas de problème. Tous ceux qui avaient donné de l'argent pour les fausses factures médicales en avaient récupéré, au moins une partie, et finiraient par tout récupérer si Sophie et Marc continuaient à travailler. Lucas allait en thérapie chaque semaine, et son thérapeute a dit qu'il commençait à comprendre pourquoi ce qu'il avait fait blessait les gens. Il a rejoint un groupe de jeunes au centre communautaire où il faisait du bénévolat et apprenait l'empathie. Le thérapeute pensait que peut-être dans 1 an, Lucas et Léa pourraient essayer de se reparler si Léa le voulait. Un jeudi matin ordinaire, Léa était assise à ma table de cuisine, dessinant dans son nouveau carnet de croquis en fredonnant une chanson de son cours de musique. Elle avait dessiné un arbre avec des oiseaux et ajoutait des feuilles une par une avec ses crayons de couleur. Son bol de céréales était à moitié vide à côté d'elle et elle avait déjà préparé son sac d'école pour la journée. Elle a levé les yeux vers moi et a demandé si je pouvais signer une autorisation pour une sortie scolaire au musée d'art le mois prochain. Je l'ai signée et je lui ai donné de l'argent pour le déjeuner et elle est retournée dessiner son arbre. Elle n'a pas parlé de pardon ou de guérison ou de grandes idées comme ça. Elle a juste dessiné ses images, est allée à l'école, a joué avec le chat du voisin et a fait des choses d'enfant normal. C'était ce qui importait le plus. Elle se sentait suffisamment en sécurité pour être juste une enfant de 8 ans. Merci d'être restée et d'avoir exploré tout cela avec moi aujourd'hui. C'était vraiment cool d'explorer tout cela ensemble. Je vous retrouve dans la prochaine histoire.